savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Marianne Bessette. Bonjour Marianne. Allô Alexandre, je commence comme toujours avec le Journal de Montréal, article rédigé par Charles Mathieu du bureau d'enquête de Québecor. On rapporte que 5 sociétés d'État du Québec ont décidé, attention, de cacher les salaires de leurs cadres, et ça, malgré les demandes d'accès à l'information qui ont été faites par l'équipe du bureau d'enquête. On se rappelle, Alexandre, il y a 2 semaines, c'est Hydro-Québec qui avait refusé de nous faire parvenir certains chiffres. Et là, ce matin, ce sont 5 autres sociétés qui ont répondu à la négative aux demandes d'information. On parle de la Société des alcools du Québec, la Société québécoise du cannabis, l'Auto-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ, et Investissement Québec. Les chiffres qui ont été envoyés, ce sont les salaires de leurs plus hauts dirigeants, chose avec lesquelles le bureau d'enquête n'a pas appris grand-chose parce que les salaires sont déjà publiés en majorité dans les rapports annuels des sociétés d'État respectifs. Je te donne un exemple. Le PDG de la CDPQ, Charles Lemont, qu'on connaît bien, a gagné 4,4 millions de dollars en 2023 et Jacques Farcy, lui, de la SAQ, a gagné 528 215 dollars. Là, pour commencer, avis aux gens du journal, tout ça est excessivement intéressant, mais pensez, une fois de plus, pensez à notre collègue Benoît Dutrisac qui est en vacances, qui a le goût de se reposer. Si vous y envoyez des nouvelles comme ça, et surtout, faites pas des notifications. Là. Peut-être sur le journal imprimé, là, peut-être qu'il prend le temps de pas le lire, mais mettez-y pas des notifications, s'il vous plaît. Il va faire 4 backflips dans sa tombe. Puis, je veux dire, ça tombe de vacances, bien évidemment. Mm-hmm. Non, je fais des blagues, mais c'est sincèrement un peu honteux à chaque fois qu'on voit des nouvelles comme ça parce que t'es une société d'État. C'est tous les citoyens et citoyennes qui payent ton salaire, qui payent le salaire de tes cadres. Puis c'est important de comprendre combien sont rémunérés ces gens-là. Puis ça veut pas dire que c'est une mauvaise rémunération. Là. Les gens de la CDPQ, puis d'Investissement Québec, ils brassent tellement d'argent, ils brassent tellement de milliards que dans ces entreprises-là, là, s'ils étaient au privé, ils gagneraient vraiment cher. C'est correct qu'ils gagnent, honnêtement, au-dessus d'1 million de dollars. C'est pas quelque chose qui est dérangeant en soi. Mais c'est dérangeant qu'on essaie de nous empêcher de le savoir. C'est nous qui payons. Tous les Québécois et Québécoises sont actionnaires, sont, disons, des partenaires dans le salaire de ces gens-là. Faut le savoir, faut arrêter de cacher les rémunérations, puis surtout, c'est parce qu'après ça, ça nous permet de savoir, OK, mais sont-ils trop payés pour ce qu'ils font? Est-ce que si la SAQ continue d'avoir des moins bons rendements qu'à l'habitude, est-ce que c'est légitime de payer excessivement cher un dirigeant qui n'a, je rappelle, aucune compétition, ou presque? Hein? T'as presque un monopole de ces alcools-là. T'es supposé être capable de faire des bonnes ventes. S'il y a un problème, peut-être que ta rémunération est trop élevée. C'est correct d'avoir ces réflexions-là puis d'y penser, mais de cacher ces infos-là, ça me ramène toujours, ce vieil adage. Mais qu'est-ce que vous avez à cacher? Mm-hmm. Il y a des sociétés d'État qui ont répondu que selon eux, les informations sont confidentielles en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Je suis quand même curieuse de t'entendre là-dessus, Alex. OK. Eux peuvent dire ça, mais je rappelle là, que nos collègues ont fait un travail de titan pour savoir dans le réseau de la santé qui est payé quoi. Mm-hmm. Je veux dire, c'est le réseau de la santé, là. C'est pas une société d'État, c'est l'État en tant que tel, mais quelque part, par exemple, en Ontario, ils ont sorti, je pense le nom, c'est la liste Soleil, où tu peux savoir... Oui, la Sunshine List, c'est un outil qui a été mis à jour par le gouvernement depuis 30 ans, puis ça comprend près de 300 000 noms et salaires. Puis au Québec, la seule liste du genre qui est disponible, c'est celle justement dont tu parlais, qui a été mise en ligne par le journal, qui montre les salaires de près de 20 000 employés de la fonction publique. On n'est pas du tout dans les mêmes chiffres, là. 20 000, 300 000. Oui, eux doivent faire presque l'entièreté là, en Ontario. Je vois pas ce qu'il y a de différent en Ontario ici, là, quand on finance la fonction publique, on devrait être capable de savoir combien ces gens-là sont payés individuellement. C'est correct de le faire. Puis encore une fois, c'est pas pour les critiquer nécessairement, c'est pas pour argumenter qu'ils sont « Hey, comment ça sont... » Non, il faut juste le savoir. Puis le fait de rendre ça opaque complètement, ça laisse penser qu'il y a quelque chose à cacher. Je veux dire, faites pas d'apparence de cachotterie, s'il vous plaît. Révélez-les, on va y aller, on va faire « OK ». Puis on va passer à un autre appel. Mais là, de les cacher, puis d'obstruer, si on veut, les demandes d'accès à l'information, je trouve ça plate, pour vrai. Tout savoir en 24 minutes. Ce
Ce qui retient extrêmement l'attention cette semaine, c'est la chaleur. Il n'y a pas une journée cette semaine où on parlait pas de la température dehors. Veux pas, ça touche pas mal tout le monde. Là. Quand tu passes d'un air climatisé à sortir dehors, là, ça te frappe. Là, on dirait que tu as le souffle coupé tellement il fait chaud. Je veux dire, quand on parle de trafic, c'est le monde qui ont des autos qui disent « Ah, tu sais, ça touche beaucoup de gens, mais c'est pas tout le monde. » Les cyclistes vont faire « Haha, je n'ai pas de voiture. » Mais la chaleur... à moins que tu sois dans une cave rafraîchie puis que tu ne sortes pas pendant une semaine, ça affecte 100% des humains. Ouais, et même les touristes. Les touristes ont été surpris par les records de chaleur qui a été complètement fracassé à plusieurs endroits au Québec hier, dont à Montréal. Puis juste pour te donner une idée, là, on mentionne dans le Journal de Montréal que le mercure avait jamais grimpé aussi haut en plus de 80 ans. Il y a André Monnet, qui est chef météorologue à Météo Média, qui disait que c'est la journée la plus chaude pour un 19 juin depuis qu'on enregistre des données depuis les années 40, donc en 1941. Le dernier record de chaleur pour cette même date-là, ça remontait à 2001 avec une température de 33,1 degrés Celsius. Et hier, on dit que le mercure a atteint 33,5 degrés. Puis avec l'humidex, ça a quand même monté avec un ressenti autour de 43 degrés Celsius à l'extérieur. C'était très, très, très chaud. Ouais, c'est un four. Puis l'humidité, c'est une des... disons, une des composantes clés là, pour créer de la chaleur comme ça. Là, c'est oppressant quand c'est humide autour de toi. Tu sens que l'air est lourd. C'est franchement dégueulasse. Moi, je suis plus inquiet. Je te dirais que ça arrive des événements comme ça. Mais quand à peu près chaque été, on nous dit « Hey, c'est l'été le plus chaud de l'humanité. Hey, nouveau record. Hey, nouveau record ce mois-ci. » Puis là, je veux dire, là, c'est le premier depuis 2001 dans le mois de juin. D'accord. Là, les gens qui vont nous écouter qui vont dire « Hey, non, mais là, c'est depuis 2001. Les dernières années, c'était pas... » Ouais, mais quand c'est pas juin, c'est comme un record du mois d'août ou le 22 juillet le plus chaud de l'histoire humaine. Il y a toujours un record, un triste record qui est battu en termes de température. Quelque part dans l'été. Là. Quelque part dans l'été. Puis là, ce qui m'inquiète, c'est que officiellement, entre énormes guillemets, on n'est pas l'été encore, là? Non. Théoriquement, c'est le 21 juin, ça s'en vient très vite, mais théoriquement. On n'est même pas encore l'été. Oui, puis normalement, ce genre de température-là, ça va arriver justement au mois de juillet, au mois d'août, là, on va avoir des grosses températures. Puis ce qui est inquiétant aussi, qu'est-ce qu'on souligne dans le journal, c'est que d'habitude, là, quand il fait beau, tout le monde se met en mode terrasse. Tout le monde veut aller prendre un verre sur une terrasse, tout le monde veut aller manger dehors, profiter de l'extérieur, du soleil. Mais là, hier, sur l'heure du dîner au Vieux-Port, c'était vide, presque vide. Il n'y avait aucun client qui voulait manger dehors. Tout le monde voulait manger à l'intérieur, à l'air climatisé. Il y a des hôtesses dans des restaurants qui ont témoigné au journal pour dire le monde préfère l'air clim que d'être dehors à cette chaleur. Et avec raison aussi. Ben, j'espère. Je veux dire, le Vieux-Port, c'est pas l'endroit, mettons, où il y a le plus d'arbres au monde non plus, là, mettons, pour stopper la chaleur. Là, créer un peu d'ombre. C'est très beau, le Vieux-Port. Je critique pas la beauté de la chose, mais... c'est comme beaucoup de pavés, puis de vieilles briques, les unes à côté des autres. Le soleil bien fort là-dessus, ça devient un four. Moi, je voudrais pas être sur une terrasse. Je comprends vraiment ces gens-là. Tu sais, quand il fait un peu plus frais, on met des réchauffe-terrasses. Là, quand il fait plus... quand le soleil se couche, là, on part ça. Mais là, il faudrait peut-être partir des climatisateurs de terrasse. Mais là, heureusement, la canicule devrait cesser jusqu'à ce soir, mais c'est ça, c'est quand même très rare là, qu'on a des températures de cette ampleur. On espère avoir un petit redout dans les prochains jours. Tout savoir en 24 minutes. Dans la presse, on suit Marie-Soleil Lévesque qui travaille dans la nouvelle unité hospitalière de soins virtuels de l'hôpital du Suroît qui est située à Salaberry de Valleyfield en Montérégie. Et pendant ses tournées de patients, elle porte un casque de réalité augmentée. Okay? En même temps, il y a une infirmière de l'hôpital général juif de Montréal qui va l'accompagner virtuellement pour évaluer les malades, chose qu'une infirmière auxiliaire n'est pas autorisée à faire. Donc, elle voit vraiment tout ce que sa collègue du Suroît observe à travers ses lentilles. Puis, l'unité hospitalière a été mise en place en 2 semaines pour faire face à une situation de crise. Il y a près d'1 mois, il y a 20 lits qui ont été fermés au Suroît en raison d'un manque de personnel. Puis, on espère être capable de récupérer éventuellement ces 20 lits à l'aide justement de l'intelligence artificielle, d'un casque de réalité virtuelle. Je suis curieuse de savoir ton opinion là-dessus. Ouais, fantastique. Bravo. Mon opinion là-dessus, c'est positif. On peut pas constamment avoir juste des mauvaises nouvelles avec la technologie puis juste des inquiétudes. Puis je comprends que l'intelligence artificielle, ça fait peur au monde. Puis avec raison, il y a des dérives qui peuvent être absolument horrifiantes qu'on voit déjà avec des technologies comme ça. Mais c'est important de se rappeler pourquoi on travaille autant sur les nouvelles technologies.
c'est pour des avancées puis des innovations comme celle-là. On a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, on a de la difficulté à avoir de la mobilité de la main-d'œuvre, de passer d'une région à une autre. Si on peut avoir des gens qui, à distance, consultent comme ça, avec certaines expertises, tout ça en utilisant la technologie puis en se rapprochant de manière de plus en plus exacte. Là, je comprends qu'un casque de réalité virtuelle, c'est presque comme si tu rouvais là, à un autre endroit. Bien, bravo, je lève mon chapeau. Puis ça souligne un peu, ça soulève l'incohérence, puis le travail titanesque qu'on a aussi à faire dans le système de santé. On envoie encore des fax, puis beaucoup trop. Ouais, mais on a aussi point. des gens qui sont capables de faire des consultations à distance avec un casque comme si tu y étais. C'est fou comment ça progresse pas à la même vitesse un peu partout, mais moi, ce n'est qu'une bonne nouvelle, là, si tu veux, à mon avis. Ouais, puis pour le personnel, ben c'est pas mal une petite révolution. Là. Tu disais les fax, là, on passe de fax, de dossier papier à des casques de réalité augmentée. C'est une grosse marche là, qui vient tout juste d'être montée. Oui, absolument. Le problème, c'est que les deux se font quand même en même temps. Oui. C'est c'est moins d'une transition d'un à l'autre qu'une cohabitation d'un dinosaure puis d'une navette spatiale. C'est vraiment spécial. Tout savoir en 24 minutes. Toujours dans la presse, on mentionne que chaque année à Montréal, 1000 enfants de 4 ans ou moins vont subir des abus ou de la négligence selon des données de la protection de la jeunesse qui ont été obtenues par la presse. On dit qu'environ 1100 enfants de 4 ans ou moins par année ont été victimes à Montréal de 2018 à 2023, selon un plus récent portrait de la situation qui paraît aujourd'hui. Le dernier portrait montréalais remontait quand même à 2010 et les deux motifs qui sont les plus souvent invoqués, c'est le risque sérieux de négligence à 45,5% et l'exposition à la violence conjugale à 38%. Je t'en parlais un petit peu plus tôt cette semaine. Un enfant qui est exposé à la violence conjugale, que ce soit physique ou verbale, ça peut avoir un effet ou des effets sur son développement, sur son parcours de vie. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est la directrice régionale de la santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin. Elle soulève également que le parent qui subit la violence conjugale peut aussi être moins disposé à combler les besoins de cet enfant, ce qui met ce qui met l'enfant un peu plus à risque de vivre des situations de négligence. On parle de Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, Montréal-Nord et Dorval-Lachine qui sont les territoires où on compte la proportion la plus élevée de signalements et à l'opposé, la petite patrie, Villeray, Côte-des-Neiges et le plateau Montréal qui font partie des territoires qui sont le moins avec la moins grande proportion de signalements qui ont été fondés. Ouais, c'est important d'avoir des données. Hein, tout d'abord, là, si on n'avait pas fait ça depuis 14 ans, la dernière fois c'est 2010. En soi, c'est une bonne chose qu'on actualise les chiffres, parce que c'est toujours la première étape pour lutter contre n'importe quel problème. Ça te prend une vision d'ensemble de la situation. Il faut que tu sois capable d'évaluer exactement quels sont les besoins pour trouver les ressources appropriées pour combler tout ça. Maintenant que c'est dit, je pense que les problèmes là, au niveau de l'enfance, de la protection de l'enfance, la DPJ qui est débordée, qui fait de son mieux, qui travaille fort, c'est pas quelque chose qu'on va régler demain matin, mais au moins là, on a un meilleur portrait de la situation, en espérant que Mylène Drouin, là, donc la directrice de santé publique de Montréal, travaille en partenariat avec la protection de l'enfance, la protection de la jeunesse, pour qu'on ait là, une meilleure protection, parce que c'est des chiffres qui font froid dans le dos quand même, là. C'est un peu inévitable, là. Je veux dire, il va toujours y avoir de ces maltraitances-là. Quand on voit les chiffres, là, c'est pas juste un chiffre sur un papier, 1000 jeunes enfants. 4 ans au moins. 4 ans ou moins 1000. C'est beaucoup de petits cocos, là, individuellement. Juste à Montréal. Juste à Montréal. Ça donne froid dans le dos quand même, des chiffres comme ça. Tout savoir en 24 minutes. À Radio-Canada, est-ce que le gouvernement espionne ses employés? C'est la question que je te pose. Je te laisse mijoter un petit peu là, pendant que je t'explique. Comme on le sait, depuis quelque temps déjà, les fonctionnaires vont devoir retourner sur les lieux de leur travail au moins 3 jours par semaine. Et là, dans les pages de Radio-Canada, on rapporte la présence d'un robot. Un robot qui recueille des données dans les bureaux fédéraux. Ça préoccupe beaucoup le syndicat des services gouvernementaux parce que eux, ils voient une certaine forme de surveillance de l'employeur. On a pu voir l'apparition de ce petit robot-là à Gatineau dans les édifices à immeubles au mois de mars dernier. Puis je t'explique le fonctionnement. En fait, il se déplace en fonction de trajets précis pour recueillir des informations à des endroits clés. À l'aide d'une vingtaine de capteurs, il y a aussi une caméra à 360 degrés qui est installée au sommet de l'appareil. Puis avec l'intelligence artificielle, la caméra va prendre une
photo, elle va analyser et va compter le nombre de personnes avant de supprimer l'image. À retenir, l'image va être supprimée du système. Il y a le cofondateur de l'entreprise Global DWS qui mentionne que c'est vraiment similaire à n'importe quelle caméra de surveillance, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'informations privées qui sont conservées justement avec les images qui sont effacées. Et le robot qu'on appelle Virbrix recueille aussi des informations sur la qualité de l'air, les niveaux de luminosité, le bruit avec le niveau des décibels, l'humidité, la température, l'utilisation de l'espace, l'identification des barrières et des obstacles d'accessibilité. On dit que la collecte de ces données-là vont permettre d'améliorer un environnement de travail qui serait par exemple trop chaud, trop humide, mal éclairé. Et on va réutiliser le robot par Ottawa à nouveau en juillet et en octobre. On n'exclut pas l'utilisation prolongée. Et là, le clou du spectacle, la location de cet outil pour 2 ans, Alex, a coûté 39 663 $ au gouvernement. OK, ben 39 000 $ pour un robot comme ça pour plusieurs mois, honnêtement, c'est vraiment moins pire que je pensais. Ouais. Non, sincèrement, c'est pas une si grosse facture là, comparativement à tout ce qui se dépense là, dans la fonction publique. Après ça, c'est intéressant parce que je comprends l'utilité du robot, je comprends ce qu'on explique qu'on en fait, je comprends qu'on va aller tester les niveaux d'humidité de l'espace de travail, mais je comprends aussi les employés fédéraux de se sentir surveillés. Puis même si on dit le robot supprime la petite photo, je trouve que c'est spécial quand même qu'on en soit rendu là. Puis, sincèrement, on a tellement été conditionnés en plus par la culture populaire à avoir peur là, des robots puis des méchants androïdes. C'est viscéral. On se comprend, là, c'est pas un robot comme ça là, qui va virer full Terminator puis qui va décider là, soudainement de venir menacer les gens dans le bureau. Mais juste le fait que ton employeur puisse collecter autant de données, savoir qui est au bureau, où, quand, comment, pourquoi, sans avoir la présence du « Ah, le boss est ici aujourd'hui, le boss est dans son bureau. » Là, on est complètement ailleurs. À distance, quelqu'un peut te surveiller si t'es dans ton espace de travail ou pas. Surtout avec l'annonce qui a été faite là, avec le 3 jours par semaine obligatoire dans les prochaines semaines. Ah, ça aussi, là, ça, c'est un gros dossier. Le retour au bureau, est-ce que c'est les avantages du télétravail versus tout ce qu'on dit qui nuit à la productivité des employés? Puis il y a des gens qui disent non, le télétravail, ça aide la productivité. Non, ça nuit. C'est difficile d'avoir le portrait complet de tout ça, mais chose certaine, les fonctionnaires sont en beau maudit. Ils ont promis de faire d'un enfer sur terre les services publics du Canada cet été. C'est bien gentil de leur part. Donc, ça reste à suivre, mais est-ce que c'est le début d'autre chose, ce robot-là? C'est ça aussi la question à se poser. Je veux dire, là, on commence avec ça, mais est-ce qu'éventuellement, il pourrait y avoir des systèmes beaucoup plus sophistiqués de surveillance dans nos bureaux, dans nos espaces de travail, dans nos rues, dans nos espaces publics? Ça, c'est une autre question aussi. Puis je pense que c'est là qu'il va falloir faire attention. C'est bien beau mesurer l'humidité dans l'air, mais au moment où ça se met à enregistrer des conversations, par exemple, là, ces petits robots-là, c'est là que ça devient excessivement problématique. Tout savoir en 24 minutes. Je termine rapidement avec un article du Devoir concernant des hommes qui ont subi une agression sexuelle qui sont de plus en plus nombreux à demander de l'aide au Québec. Il y a 3 organismes qui se spécialisent uniquement dans le soutien à cette clientèle-là et le nombre de demandes a quand même bondi de 70% de 2019-2020 à 2023-2024. C'est ce qu'a appris le Devoir. Puis il y a des responsables des centres qui ont mentionné qu'avec les vagues de dénonciations médiatiques, notamment dans les dernières années, il y a de plus en plus d'hommes victimes qui ont osé briser le silence et qui ont aussi osé demander de l'aide. Le hic avec tout ça, c'est que les organismes sont complètement débordés. Il y en a même qui s'inquiètent que les délais pour avoir accès à leurs services s'allongent. Puis là, quand tu dis à une victime qui a commencé à parler qu'elle va devoir attendre 6 mois, ben visiblement, ça peut créer un impact chez la victime. Elle peut tout remballer, tout dire, je vais juste garder ça pour moi, puis finalement ne plus jamais vouloir consulter au final. Donc, c'est quand même très inquiétant. Là. C'est les organismes qui dénoncent ça ce matin dans le Devoir. Oui, ben c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle, je veux dire. D'un côté, ben là, écoute, augmentation de 70%, peut-être là, qu'il y a une certaine proportion de ça qui est liée à une augmentation des agressions envers les hommes, peut-être. Mais clairement qu'une grande majorité de tout ça, c'est justement une déstigmatisation de parler de son agression, d'aller chercher des ressources, d'aller chercher de l'aide. Puis c'est ce qu'on veut depuis des années pour les hommes, d'arrêter d'avoir des réactions
complètement démesurée et émotive, après avoir emmagasiné puis réprimé ces émotions-là pendant des années, comme ça a déjà été le modèle pour les hommes, là, le gars tough qui garde tout en dedans puis qui est imperturbable puis que rien jamais ne brise. C'est bien beau là en apparence, mais c'est parce que la vie, des fois, souvent, c'est injuste, c'est difficile, puis ça vaut la peine d'être capable de parler puis de révéler ce qui se passe. Là, je parle évidemment en général, là, tous les problèmes qui peuvent frapper les hommes. Là, on parle particulièrement d'agression, c'est encore plus stigmatisant pour les hommes, là, qui sont pas, pour qui c'est difficile d'avouer s'être fait agresser. Il y a même des gens autour qui ont encore un stigma autour de ça, là, qui font voyons, un gars, ça peut pas se faire agresser, t'es plus fort, tu peux pas te faire pogner. Tu peux te débattre, tu peux. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu l'as pas frappé? Pourquoi, je veux dire, c'est un discours qu'on a appris à moins utiliser pour les femmes. Là. Pourquoi tu t'es pas défendu? Je veux dire, personne dit ça pour une agression sexuelle pour une femme. Mais envers les hommes, c'est un stéréotype qui va rester. Je suis content de voir qu'il y a des hommes qui enfin, le message a porté fruit. On est capable d'aller chercher de l'aide. Bravo les gars. Je vais commencer par ça. Bravo les gars. C'est ça qu'il faut faire. Après ça, si nos ressources sont plus suffisantes pour être capables d'accueillir tout ça, mais là, ça, c'est un autre problème. Là, on le voit, ces ressources-là débordent. Puis je veux dire, les ressources d'hébergement pour femmes débordent aussi, déjà. Puis on en a beaucoup plus, puis ça déborde déjà. Mais je pense que c'est une des prochaines étapes. Ouvrons-en plus de ces ressources-là. Ouvrez-en davantage. Ça nous prend plus de ressources, parce que c'est bien beau de faire le message là, aux gars. Ouvrez-vous, parlez-en, allez chercher de l'aide. Si on n'est pas capable d'offrir l'aide après ça, ben là, on est dans un cornichon, comme diraient certains. We're in a pickle, comme dirait en anglais. Voilà, donc c'est ce qui fait le tour de nos unes. Merci, Marianne, de nous avoir fait ce résumé. Merci à toi.